Pas payés, ils exigent par ailleurs la réhabilitation des anciens compteurs dont l'absence constitue selon eux la source du problème. Le reportage de Aram Diaye. Le courant ne passe plus entre la Sénélec et les populations de Grand Médine. Ces dernières, venues manifester devant l'agence de la Padoie, dénoncent la cherté des factures qu'elles disent n'avoir pas consommées. La Sénélec a trompé nos vieux et nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas payer les factures aujourd'hui, demain et après-demain. Et puis on fait appel au président Macky Sall parce qu'il a des électeurs ici à Grand Médine. On a voté pour lui et il est président. Maintenant, il doit accepter d'aider la population. Ça, c'est pas normal. Nous n'allons jamais accepter ça. Nous n'allons jamais payer les jeunes, les vieillards et tout. Nous n'allons jamais payer ces factures. Les factures, nous ne pouvons pas les payer. La Tabaski et l'ouverture des classes pointent à l'horizon. Ces habitants de Grand Médine exigent la réhabilitation des anciens compteurs. Leur disparition constitue la source du mal. Aujourd'hui, nous voulons qu'on nous ramène les anciens compteurs et qu'on nous débarrasse de ces nouveaux compteurs qui sont à l'origine du problème. Nous allons révolutionner tous les jeunes de Grand Médine. Nous allons rester dans les maisons pour les attendre de venir couper ça. On va se battre avec eux. Ne compte pas payer ses factures, advienne que pourra, disent-ils. En attendant d'y voir plus clair, leurs responsables essaient de trouver d'un commun accord avec les autorités de la Sénélec des solutions pour éviter le scénario des émeutes de l'électricité du 27 juin 2011. Aram Diaye, le projet d'extension des salins de Kaolack a fini d'installer la polémique à Ndiafat. Les paysans de cette localité qui ne récoltent plus que du sel sur leurs champs refusent l'extension de l'usine qui va sonner le glas de la paysannerie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Samba Sarr qui portait leur parole au micro de Mamadou Maktar Sarr. À quelques semaines de la Tabaski, le mouton ne bêle pas encore à Tambacounda. Les points de vente de la capitale orientale sont dépourvus de bétail. Les moutons en provenance du Mali connaissent un net recul cette année, nous dit Alassane Diallo. À quelques semaines seulement de la Tabaski, le mouton ne bêle pas encore dans les différents points de vente de la capitale orientale. Depuis avant-hier, chaque jour, je suis au Daral, mais je ne trouve pas de mouton. Donc pour le moment, en tout cas, l'heure est grave. Avoir un mouton pour la Tabaski relève d'un véritable parcours du combattant cette année. Il faut quand même que les autorités se lèvent pour essayer donc de trouver une solution. Sinon, les gens risquent de faire la Tabaski avec... je ne sais pas, peut-être on va acheter des poulets ou bien les chèvres, parce qu'il n'y a pas de moutons présentement. Je ne sais pas si c'est à cause des frontières, je ne sais pas, avec l'Ebola et autres là, mais en tout cas, l'heure est grave. À ce jour, le nombre de moutons importés du Mali pour la Tabaski connaît un net recul. Amadou Diallo est le président des éleveurs de Tambacounda. La situation est dit, le Sénégal a besoin de 702 000 moutons pour le moment. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, nous sommes qu'à 300 et quelques que nous sommes venus du Mali. Par rapport à l'année dernière, il y avait au-delà de ça. Outre la rareté du mouton, les prix ont atteint des proportions jamais égalées. Amadou Diallo. Bon, les prix, tu sais, cette année, les prix sont encore un peu exorbitants. 65 000 jusqu'à 100 et quelques mille. Donc, que les gens sont en train de vendre aujourd'hui à 65 000. C'est des moutons qu'on vendait l'année dernière à 45 000. Et donc, on peut dire que vraiment, les moutons sont un peu chers. Sur les tracasseries routières rencontrées, le président des éleveurs de Tambacounda demande à ce que les forces de sécurité et de défense facilitent la aux éleveurs pour qu'ils puissent rallier le pays. Alassane Diallo, Tambacounda, Radio-Télévision. Avec l'approche de la Tabaski, les riverains du marché HLM dans le désarroi, anarchie, pollution sonore et insalubrité sont entre autres les désagréments que subissent les habitants à l'approche de chaque grand événement. Ils lancent un appel aux autorités locales pour une solution à leur mal. Le reportage de Ramatoulaïba. La Tabaski se profile et elle est attendue par tout le monde. Nos craintes, c'est quoi? Ces gens-là qui nous gênent. Les riverains du marché HLM ne ressentent pas l'engouement des grands événements. C'est le
Sa maison se situe non loin du marché. La quiétude, lui et sa famille l'ont perdu depuis des années. Aujourd'hui, ces commerçants-là, ils veulent nous prendre à l'usure. Ils veulent nous user pour nous faire vendre nos maisons et partir. Ils ne l'auront pas. Entre pollution sonore, insalubrité et encombrement de la voie publique, il contient difficilement sa colère. Regardez, là, c'est la pollution. Chacun se traîne avec ses affaires dans les rues. Là, vous ne pouvez pas passer. Vous ne passerez pas. Vous dites aux camarades et aux marchands, monsieur, balmaway moudoug samaker. Chacun dit, je viens là pour gagner ma croûte. Mais la croûte, on peut la gagner ailleurs. Un sentiment partagé par Mami Konaté et Omar Pouy. Ces résidents des HLM s'indignent du laisser-faire des autorités locales. Nous nous sommes plaints à la mairie de nombreuses fois, mais elle a toujours fait la sourde oreille. C'est comme si nos soucis n'intéressaient pas les élus locaux. Nous vivons un calvaire total depuis des années. Le nouveau maire nous a promis des solutions. Nous attendons de voir. Mamadou Niang, quant à lui, accuse certains résidents de louer les devantures de maisons aux commerçants. Situation qui, selon lui, contribue au désordre noté sur les lieux. Face à tous ces désagréments, la question de l'occupation publique se pose. Ces riverains du marché HLM qui souffrent le martyre depuis des années espèrent encore retrouver le cadre de vie idéal. Nous restons avec vous au marché HLM où les tailleurs craignent que les coupures d'électricité ne retardent leurs engagements auprès des clients pour la Tabaski. Ils demandent à l'État de les aider avec ces délestages juste pour la fête qui s'annonce. Le reportage de Maria Matouré. Entre coupure d'électricité et la Tabaski qui approche à grands pas, les tailleurs du marché HLM affichent leur inquiétude par rapport au délestage. Le constat est le même, les coupures ne les arrangent pas. Si tu prends des commandes, tu ne prévois pas les coupures et ça nous handicape. Les coupures d'électricité sont très fréquentes. Si tu commences à travailler à 9h, le courant s'en va pour revenir que vers 0h. Ce tailleur, lui, demande un retour à la normale de la situation, ne serait-ce que pour la période des événements, et en appelle à l'aide de l'État. Si l'État pouvait nous aider et rétablir le courant juste pour la Tabaski, ce serait bien. L'État doit nous aider avec les délestages pour qu'on puisse travailler. Un retard dans la livraison des commandes risque de s'opérer. Pour ce tailleur, les clientes, surtout les jeunes filles, n'en ont que faire des délestages. Elles veulent leur tenue et... Si le client vient, il ne comprend pas que c'est le courant qui a tardé sa commande. Si on prend des commandes qu'on ne livre pas à temps, les jeunes filles sont là et elles n'ont pas leur langue dans leur poche. En espérant une amélioration dans les jours qui viennent, les tailleurs appellent la Sénélec à assurer une bonne alimentation en électricité durant la période des fêtes, qu'ils estiment comme le meilleur moyen de se faire beaucoup plus d'argent. Sur un tout autre registre, le réseau des enseignants de la coalition Andeligue Podor exige l'installation de Mamadou Racine Sy à la tête de la mairie, déclaré vainqueur par la cour d'appel de Saint-Louis. Face à la presse, ces enseignants qui comptent se faire entendre par des marches ont exprimé leur vive indignation sur la situation actuelle de leur commune. Babacar Thiam est le coordonnateur que nous écoutons au micro de Aboukat. Aujourd'hui, notre réseau tient un point de presse avec les membres de la coalition Andeligue Podor. C'est un organe d'appoint qui est venu pour accompagner la politique du conseil municipal dirigé par la coalition Andeligue Podor, dont le porte-étendard aujourd'hui c'est Mamadou Racine Sy. Sur le plan politique, depuis longtemps, on n'a rien dit. C'est parce que tout simplement nous croyons à la justice de notre pays, qui en regorge à son sein des magistrats intègres et républicains. C'est en ce sens que la Cour d'appel a dit le droit le 12 août passé, déclarant la coalition Andeligue Podor vainqueur des élections municipales. Cependant, la coalition n'est pas rétablie dans ses droits, car plongeant tout Podor dans l'impasse.
C'est ainsi que nous fustigeons et condamnons l'attitude de nos autorités administratives, en l'occurrence les préfets, qui font dans le délatoire quant à l'installation du conseil municipal dirigé par notre candidat Mamadou Racine Sy. Et je pense que ce qui est valable à Kerbak l'est aussi à Podor, donnant lieu à 2 poids 2 mesures. Nous savons que des lobbies manœuvrent au sommet de l'État pour confisquer la victoire de notre coalition Mamadou Racine Sy. Nous exigeons dans les plus brefs délais l'installation du nouveau conseil municipal dirigé par Mamadou Racine Sy. Si rien n'est fait dans les 48 heures, nous nous réservons le droit de déployer un arsenal de manifestations, dont une marche de protestation pour rétablir notre coalition dans ses droits. Oui. Le procès de Karim Wade se poursuit ce matin. On est en train de procéder à l'audition de ses co-accusés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et procès de la sorcellerie et de l'injustice, jugement fait par les membres du club Macky Libère Karim en visite à Thiès. Il dénonce l'acharnement du chef de l'État et son régime sur Wade fils, appuyé par une cour partiale et illégale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Ramatoulaye Sarr. Les occupants des beaux maraîchers dans de beaux draps, les rentrées financières de la gare routière sont maigres, les règles qui sont établies trop sévères, pire, sont également notées dans la gestion de l'infrastructure routière. Ce sont les mots qui plombent l'essor de la gare des beaux maraîchers. Acteurs du transport se prononcent dans ce dossier signé Mamantando. La gare des beaux maraîchers de Pikine ne marche pas. C'est le constat fait par ses occupants et usagers, ce depuis son ouverture. Les coxeurs sont au chômage maintenant. Nous restons des semaines sans avoir le moindre client. La gare ne marche pas, nous roulons à perte et c'est la faute des syndicalistes qui nous ont menés en bateau. Après avoir quitté la gare, nous n'avons plus le droit de ramasser des clients. Si jamais nous prenons des clients avant Djamnyadjo, nous payons une amende de 100 000 francs. 100 000. Nous cachons nos marchandises pour pouvoir les vendre. De grâce que les forces de l'ordre nous laissent travailler, nous ne sommes pas des criminels. Nous souffrons, nous n'avons pas le droit de manger à l'intérieur de la gare. Au nom de quoi? Nous n'avons pas le droit de dormir dans nos véhicules, ni le droit d'y boire du thé. La gare des beaux maraîchers marche à pas de caméléon, soutient Pierre Bahan Gomis, vice-président du syndicat des transports routiers affilié à la CNTS. Les mesures d'accompagnement sont du ressort du gouvernement et de ses agents, dans un premier temps. Ensuite, du ressort du gestionnaire de la gare routière. Je pense que peut-être ils ont les moyens de pouvoir collaborer comme ils le faisaient hier, avant-hier, avec le gouvernement, avec les autorités de notre gouvernement, pour pouvoir corriger certaines choses. Sommés de regagner la gare des beaux maraîchers de Pikine, les propriétaires des bus dits horaires ont refusé d'appliquer cette décision préfectorale. Les raisons de ce refus catégorique seraient d'ordre économique et social, mais surtout des magouilles notées dans la gestion de la gare routière. Quand ça a été ouvert, au début, on nous avait parlé de redevance. Et la redevance la plus élevée, c'était 10 000 francs. Quelques jours après, quand nous avons commencé à participer légalement, un groupe d'individus faisait tout des horaires pour récupérer l'argent et ne pas verser, ne pas couper de bonnes sorties pour les gens. Ils sont là identifiables, je peux vous les nommer, c'était nommément. Quand on a vu toute cette magouille-là, 2 semaines après, on nous sort un document pour dire que maintenant, au lieu de 10 000 francs, c'est 35 000 francs par bus. Maintenant, si un groupe d'individus, il leur arrive d'aller agresser des véhicules, arrêter des chauffeurs, parce qu'ils ont des clients. Quand un chauffeur qui sort au beau marché, il déclare 25 personnes.
Arrivé à Djamagan, on vérifie qu'il y a 27 personnes. Pour les 2 personnes, on demande 100 000 francs de maraudage, de contravention. Oui. Les chauffeurs qui sont là-bas, ils pleurent, ils souffrent. Quand tu sors à 21h, tu tombes sur un policier, on te fout en prison. Même si tu proposes d'aller prendre ta carte grise ou ton permis, on ne te l'autorise pas. Pierre Barhan Gomis, qui nie toutes ces accusations, parle d'un non-respect des textes signés de la part de ses responsables des bus dits horaires. Il faut qu'on respecte les recommandations qui ont été très bien définies par le protocole d'accord, par le règlement général de façon globale. Qu'il n'y ait pas de partialité. On a dit que tous les acteurs du secteur des transports routiers du Sénégal exerçant le transport interurbain ou bien le transport international doit être logé à l'intérieur de la gare des Beaux-Maraîchers. Qu'il n'y ait pas de partialité. Donc ça, nous ne sommes pas les gestionnaires. La gare a un gestionnaire. L'État doit prendre ses responsabilités pour faire de sorte que tout le monde puisse respecter le cahier de charge, que tout le monde puisse respecter le protocole d'accord. Malgré ces tiraillements et batailles d'intérêts entre acteurs du transport, les activités se poursuivent à la gare des Beaux-Maraîchers. Tout dernièrement, un transporteur a été malmené par une force de l'ordre pour avoir uriné sur un mur de la gare. Acte jugé barbare et fustigé par les occupants de la gare. C'est par défaut de monnaie que ce dernier est allé derrière le mur de la gare pour aller uriner là-bas. C'est là-bas qu'on l'a interpellé pour le malmener. Mais aussi, nous voulons attirer l'attention de tous les patriotes, que ce soit la police, que ce soit les syndicalistes, que ce soit les chauffeurs, que ce soit les passagers, que ce soit les agents qui ont le rôle d'accompagner les gestionnaires dans sa mission pour le bon fonctionnement de la gare, que chacun puisse respecter à travers sa vocation et ses prérogatives, à travers son statut, le fonctionnement de la gare. Des réclamations allant en faveur de tous les acteurs de la gare qui, pourtant, ne convainc pas les concernés. Ces derniers estiment que leurs dirigeants ne sont mus que par leurs propres intérêts. Ces vieux ne sont là que pour leur propre intérêt. Ils connaissent bien nos problèmes mais ne font aucun effort pour y remédier. Ce n'est pas normal. Tandis que les occupants de la gare souffrent le martyre, certains usagers déplorent l'inaccessibilité de la gare et le non-éclairage de ses alentours. Les marchands ambulants, interdits d'accès à la gare, font parfois l'impossible pour écouler leurs marchandises. Tant de mots qui écornent l'image de la gare des Beaux-Maraîchers de Pikine. Maman Tandour, merci. L'actualité hors de nos frontières dans ce 13h avec la complicité de nos confrères d'Euronews. La conférence sur la paix et la sécurité en Irak s'est ouverte ce matin à Paris. 24 pays se sont réunis pour se mettre d'accord sur les moyens de lutter contre l'État islamique. François Hollande a reçu le président irakien Fouad Massoum. C'est le président français qui a pris la parole en premier lors de la conférence. Cette conférence a un seul objectif: apporter aux nouvelles autorités irakiennes le soutien politique qui leur est nécessaire pour lutter contre une menace majeure qui s'appelle Daesh et qui fait peser sur l'Irak, sur la région du Moyen-Orient et sur le monde un risque majeur. Et le lâche assassinat de David Haines en est une illustration effrayante. Le président irakien Fouad Massoum s'est lui aussi exprimé. Il souhaite une aide rapide des Occidentaux.
Une trentaine de pays réunis à Paris en France ce matin ont assuré l'Irak de leur soutien politique et militaire contre l'État islamique en Irak et au Levant. Les participants, parmi lesquels les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, se sont engagés à fournir à Bagdad une aide militaire appropriée. À noter une absence de marque à cette conférence internationale, celle de l'Iran. Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a tenu à souligner la nécessité de faire reculer et de faire disparaître à long terme l'organisation terroriste qui n'est ni un État et n'est pas non plus représentative de l'islam. Cette conférence visait à définir les rôles militaires, financiers, de renseignement de chaque pays de la coalition, avec bien sûr des objectifs politiques, mais surtout sécuritaires et humanitaires. Près de la moitié des vols Air France étaient cloués au sol ce lundi matin au premier jour d'une grève des pilotes qui pourrait durer. Dans les grands aéroports français, les clients font la queue devant les guichets de la compagnie dans l'espoir d'échanger leurs billets ou bien de se faire rembourser. On m'a prévenu que les capitaines étaient en grève, explique cette touriste. Un peu plus tôt, j'ai commencé à me douter de quelque chose lorsque j'ai vu que mon vol n'était pas sur le tableau d'affichage. J'espère juste que je pourrai revenir à temps à Vienne pour le boulot. J'ai reçu un email d'Air France disant que mon vol était annulé. J'ai regardé en ligne les changements possibles. J'ai changé le vol en quelques minutes. Bon, c'est un peu plus embêtant parce que je dois faire une correspondance. Les pilotes d'Air France sont opposés au développement de Transavia, la filiale à bas coût du groupe, et selon le syndicat majoritaire, la grève pourrait bien se poursuivre toute la semaine. Les négociations ont repris ce matin. Le générique qui annonce la présence de Cher Tidiane Gomis avec moi dans ce studio. Quand vous me voyez gesticuler, c'est parce qu'il est là. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Et nous allons démarrer par l'athlétisme. L'ancien champion de France, Amadou Gako, qui diagnostique le mal de la discipline au Sénégal. Oui, effectivement, au Sénégal, la discipline reine des Jeux Olympiques va mal et a perdu son lustre d'antan. Les champions sont en perte de vitesse dans les compétitions internationales. Les derniers championnats d'athlétisme à Marrakech a vu le Sénégal perdre tous ses titres à l'instar de Amisen dans l'épreuve du lancer du marteau. Elle vient tout juste de se classer 6e hier à la Coupe continentale. Pourquoi la discipline va mal? Les explications de l'ancien champion du 400 mètres, champion de France, Amadou Gako. Djaba, l'événement de Amine Baké, derrière il n'y a plus rien. Il faut voir. Sur le plan technique, je pense que sur le plan technique, les gens doivent s'affairer à voir la petite catégorie et les promouvoir. Concernant les administratifs, ils sont toujours là, ils ont duré plus de 10 ans, mais sur le plan technique, là où ça pêche, dans la mesure où la petite catégorie, bon, on n'arrive pas à quand même éclore beaucoup de talent, si bien que ça se résume dans la mesure où les gens, quand même, pour accéder sur le plan africain d'abord et sur le plan international, sur le plan africain, les gens sont en deçà des possibilités. Bon, c'est-à-dire l'État sénégalais avait alloué un problème de budget de relance pour l'athlétisme. Il se trouve que depuis plus de 3 ans ou 4 ans, ce budget n'est plus fonctionnel. Les gens n'ont plus de budget de relance. Sport et environnement, une randonnée pédestre pour lutter contre la destruction de la couche d'ozone. Oui, effectivement, le sport se met au service de l'environnement à travers une randonnée pédestre organisée ce week-end dans les rues de Dakar. Les environnementalistes ont sensibilisé à travers cette marche qui a rassemblé plusieurs personnes pour lutter contre la destruction de la couche d'ozone. La coordonnatrice Reine-Marie Kolibadian revient sur l'événement. La marche, on l'a choisie parce que c'est en fait un sport
qui répond aux dispositions de l'environnement. C'est un sport noble, un sport propre, où il n'y a pas de pollution. Et que nous, comme on de la couche d'ozone, donc c'est l'occasion de sensibiliser les populations, de sensibiliser tous les acteurs sur cette problématique-là et sur les impacts négatifs de cette destruction de la couche d'ozone. Les substances sont utilisées dans le secteur du froid et durant la maintenance, parfois on laisse échapper le gaz. Donc le renforcement des capacités des techniciens frigoristes est un élément important pour éviter les émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Voilà, c'est donc Reine Marie Koli Badiane, coordinatrice. Voilà, c'est tout pour le sport. Merci à vous, cher Tidiane Gomis, que vous allez retrouver dans moins d'une heure dans la version Wolof de ce journal. Et la deuxième partie, c'est pour accueillir Ndeye Fatou Ndiaye pour l'actualité de l'économie. Aujourd'hui, elle s'intéresse au secteur de la ferraille côté finance. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie. Focus cette semaine sur la ferraille, un secteur classé dans l'informel qui, pour autant, injecte 50 milliards de francs CFA dans l'économie nationale. Un an après l'arrêt des exportations dans la ferraille, plus de 70 000 emplois sont menacés. Je ne vous en dirai pas plus. Écoutons plutôt un des acteurs du secteur de la ferraille. Il s'agit de Hassan Bissichi. Il va nous faire le point, mais aussi il nous fait découvrir un secteur clé de notre économie, une niche d'emploi. De 2000 en 2005, on a quitté 15 francs pour aboutir à 125 francs le kilo. Donc c'est un secteur aussi où on n'a pas besoin vraiment de formation pour pouvoir y évoluer. Comme souvent aussi, il faut être formé pour pouvoir y évoluer. Donc c'est un secteur qui regroupe presque toutes les couches sociales de la société, si je puisse me permettre de cette répétition. Donc c'est un secteur aussi qui rapportait gros. Parce que c'est un milieu où il y avait uniquement à Dakar, on a eu à recenser, lorsqu'on nous a annoncé la fermeture de l'exportation, quand nous recensions les ferrailleurs uniquement à Dakar, on était au nombre de 70 000 jeunes, 70 000 personnes qui évoluaient uniquement à Dakar. Donc ne soyez pas surpris si je vous dis, sur l'échelle nationale, on peut se retrouver avec presque 1 million de personnes qui sont dans le secteur de la ferraille et qui s'y débrouillent. Sur le plan, je veux dire les retombées, hein, c'est un milieu qui enregistrait presque 50 milliards d'investissements par année. Depuis qu'on a fermé l'exportation, on ne voit plus ces fonds venir parce que ça venait des étrangers. Beaucoup d'entre eux ont fermé boutique et retourné chez eux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui se sont retrouvés dans la rue parce que l'exportation jouait un rôle essentiel. Rien qu'en 2012, entre 2013 et 2012, dans l'échelle des exportations, la ferraille occupait la première place. Parce qu'en moyenne, entre 2007 et 2012, l'exportation, je veux dire, en moyenne, c'était 150 000 tonnes chaque année. En moyenne, hein, il y a eu une année où l'on a fait 89 000 tonnes. C'était en 2009 où il correspondait à la crise asiatique. Et là, il y avait une forte baisse dans la demande. Par la suite, en 2011, 2011, le travail a repris et les commandes ont grimpé un peu, on s'est retrouvé presque à 188 000 tonnes, 177 000 tonnes, jusqu'à 150 000 tonnes la dernière année où l'on a fermé l'exportation. Donc c'est un milieu porteur, comme je vous l'ai dit tantôt, dans la mesure où ce n'est pas un milieu qui est très rigoureux dans l'absorption des jeunes pour les employer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout un chacun de nous a sa place dans la ferraille. Même nos mamans qui sont dans les maisons, qui ne font rien, peuvent collecter les cuillères qu'elles n'utilisent plus, tout le matériel en fer qu'elles n'utilisent, et les vendre comme fer. Dans ce cas, au moment où ils vendent, ils se constituent comme ferrailleurs. Donc c'est un milieu très très porteur, hein, je vous le dis. Hein. Et aujourd'hui, je pense qu'avec l'évaluation que la primature a fait pendant ces 1 an de fermeture, ils se sont rendus compte vraiment l'impact que la ferraille, l'exportation de la ferraille a eu sur le tissu économique de notre pays. Aussi bien que la demande est forte, aussi bien que tu disposes des moyens, aussi bien les bénéfices sont vraiment colossaux. Hein. Je peux vous dire que, par exemple, moi je travaille avec un partenaire et qu'on exportait.
Et il nous arrivait la compagnie, de faire un bénéfice de 200 à 300 000 presque par conteneur. Et on faisait presque 20 à 25 conteneurs par mois. Donc ça, ce n'était pas une maigre somme. C'était que avec tout ce que ça rapportait, avec les jeunes qui travaillaient avec le chargement, le déchargement et tout ça. Donc il y avait beaucoup d'opportunités. Hein. Il y avait beaucoup d'opportunités. Hein. D'accord. Maintenant, apparemment, il y a des difficultés qui assaillent ce secteur. Et quelles sont ces difficultés? Bon, vous savez, on a retrouvé Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, dans son bureau pour lui dire qu'il y a une usine basée à Sébikotane, usine qui est basée dans la fabrication du fer à béton et qui se retrouve confrontée à des difficultés dans l'approvisionnement de son matériel parce qu'uniquement il y a des compagnies étrangères qui gravitent autour et qui exportent la ferraille. Et là, le gouvernement a pris la décision d'interdire la ferraille exportée au Sénégal. Parce que ne soyez pas surpris actuellement, on a interdit l'exportation. Mais ne soyez pas surpris de voir un conteneur rempli de ferraille passer devant vous pour aller au port. Parce que jusqu'à présent, nous recevons des camions qui nous viennent du Mali et de la Guinée-Bissau, comme c'est dans l'espace CEDEAO. Donc il y a la libre circulation des biens et des personnes. C'est cette ferraille qu'on est en train de charger pour l'amener à l'extérieur. Mais depuis qu'on a fermé, c'est ce qui est à l'origine de nos problèmes. Parce que, imaginez-vous, parce que nous, les petites et moyennes entreprises, nous avions ce que nous appelons les propriétaires de dépôt. On les trouvait sur place, on les préfinançait. On peut trouver un propriétaire de dépôt, le donner 3 millions à 3 millions 500. Il collecte son matériel, après il nous le rend, nous l'exportons. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette opportunité. On les a remis aux Chinois. Qu'est-ce qu'il fait? Le Chinois vous prend votre fer et vous demande d'attendre pendant 21 jours parce que c'est le protocole d'accord. Et ce n'est pas sûr qu'au terme de ces 21 jours que vous percevez votre argent. Et qu'ensuite, il ne prend pas tous les genres de ferraille. Il n'est spécialisé que dans la fabrication du fer à béton. Donc il n'a besoin que du fer. Il n'a pas besoin du... Et au Sénégal, le matériel collecté est composé de 70% de mécanique, de carbone. Donc qui se fracasse. Donc ce ne sera pas de la bonne qualité pour faire du fer à béton. Donc les difficultés aujourd'hui sont énormes. Il y a les pertes d'emploi. Je vous ai parlé tantôt de 70 000 personnes qui ont perdu leur emploi. Et ces 50 milliards qui étaient injectés dans le secteur de la ferraille, aussi bien dans la douane, à Dubaï Port, dans les locations de villas, la Sénélec, la SDE, tout ça. Et ces gens sont rentrés chez eux. Il n'y a plus maintenant, cette manne financière qui était là, n'existe plus au Sénégal. Et 50 milliards dans le secteur de l'informel, c'est quelque chose, franchement. Ça représentait vraiment quelque chose de vital pour les jeunes. C'est fini pour le magazine de l'économie. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous, Ndeye Fatou Ndiaye, que nous allons retrouver lundi prochain, s'il plaît à Dieu. Maintenant, nous recevons Gorgui Samba Ndiaye pour la revue de la presse nationale. Bonjour. À l'allure où vont les choses, le mois d'octobre risque d'être très chaud pour le pouvoir, annonce Walfadjri. Et pour cause, explique le journal, ce nuage de crise qui s'amoncelle sur la tête du régime. Des crises qui ont pour nom hivernage catastrophique, coupure de courant, bons impayés des producteurs d'arachides, pénurie de moutons de Tabaski, entre autres. Tout cela, prédit le canard du front de terre, nous mène vers une rentrée des clashs. Clash, il y en aura-t-il entre le pouvoir et la ville de Dakar? En tout cas, constate Walfadjri, Macky continue de mener la vie dure à Khalifa Sall. En effet, renseigne le journal, les caisses de la mairie de Dakar étant vides, le maire Khalifa Sall est dans l'incapacité d'aider ses administrés qui sont dans le besoin. Le maire de Dakar empêcherait-il le pouvoir de dormir? Cherche à savoir la tribune. De toutes les façons, constate mon confrère, tout le laisse croire. Parce que, relève-t-il, le régime actuel ne cesse de paver sa route d'obstacles pour l'empêcher de réussir sa mission. Ce qui, à leurs yeux, pense le journaliste de la tribune,
lui ouvrirait un boulevard vers le chemin du Palais de la République. Quoi qu'il en soit, retient la publication, Khalifa Sall doit faire face à Macky ou tout simplement périr. Périr, 14 enfants l'ont déjà fait. Si on se fie à l'Observateur, le journal renseigne que 14 corps de bébés ont été découverts à Mbebes depuis le début de l'année 2014. En effet, regrette le canard de l'immeuble Elimandour, plus nombreuses ces mères qui enveloppent leurs bébés avant de les jeter minablement dans les dépôts d'ordures de la capitale sénégalaise. La capitale sénégalaise qui actuellement héberge un hôte de marque du nom de Serigne Sidi Makhtar Mbacké. Siwol informe que l'ex-président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, a été hier reçu par le khalife général des Mourides à son domicile aux HLM. Occasion pour Serigne Sidi Makhtar Mbacké de dire au pape du Sopi que partout dans ce pays, ses réalisations tapent à l'œil, rapporte Siwol. Occasion également pour le prédécesseur du président Macky Sall à la tête du pouvoir de dire ses regrets à Serigne Touba. Mon seul regret, indique Wade, c'est de ne pas achever les chantiers de Touba. Les regrets de Wade 2 ans après sa chute du pouvoir, constate Direct Info. Consolez-vous, maître, lui conseille Daouchou, car rassure le biétiste de Direct Info, d'autres fils du pays le feront pour vous. En tout cas, avertit maître Abdoulaye Wade à la une du Populaire, celui qui achèvera les chantiers de Touba sera issu de ma famille. Sa famille politique, l'actuel président, en est issu. Enquête nous informe que Macky Sall a mobilisé les militants historiques de l'APR au Palais de la République. Une rencontre marathon, remarque la publication qui a duré 8 heures. Au menu révèle enquête des tensions et réconciliations tous azimuts. Tension, oui, parce que note L'As quotidien, Farbangom a menacé Aboulo devant Macky et s'est fait rabrouiller. Le député dira à l'ancien directeur général de l'ARTP, tu es un menteur, sors du palais. Je te, point de suspension. Subitement, rapporte L'As quotidien, le président est monté sur ses grands chevaux et ordonne aux députés de se taire. Arrête Farba, s'écrie le chef de l'État. Tu es un insolent, constate-t-il. Le chef de l'État, qui poursuit le Populaire, reste inflexible sur la question de la réduction de son mandat. Il faut s'en tenir aux engagements et limiter le mandat à 5 ans, ordonne Macky Sall. Macky Sall, qui signale également le Populaire, est convaincu de gagner les élections de 2017 sans grande difficulté. Pour en arriver, le président de la République pourra certainement compter sur l'apport de Mimi Touré, car, renseigne l'Observateur, l'ancien Premier ministre reste toujours membre de l'APR. Je n'ai pas démissionné de l'APR, déclare Aminata Touré à la une de Enquête. À la une de Grand Place, on s'intéresse à la hausse sur les factures de la Sénélec. À cet effet, écrit le journal, le spectre des émeutes du 27 juin 2011 plane sur Patte d'Oie, où une mobilisation devant l'agence Sénélec de la localité est annoncée ce lundi, signale Grand Place. Il est annoncé à la une du quotidien national Le Soleil que 75% des travaux de l'aéroport international Blaise Diagne ont été achevés. Et sur le site de recasement aussi, poursuit l'Astre de Anne, 300 logements ont été construits. Conséquence, souligne le journal, les responsables de l'AIBD sont en passe de gagner le pari de recevoir le premier atterrissage à Dias en juillet 2015. En attendant, intéressons-nous aux conclusions du rapport balistique sur la mort de l'étudiant. Révèle que Bassirou Faye a été abattu par un calibre 9 mm. Un calibre 9 mm qui, à en croire Libération, proviendrait d'un élément digému à l'école nationale de police. Quoi qu'il en soit, note le journal, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a instruit ses hommes d'aller jusqu'au bout de l'enquête, comme du reste l'avait exigé le président de la République. Bonne lecture. Bonne lecture également à vous, Gorgui Sambagnaï. C'est la fin de cette édition plus longue que d'habitude. Merci à Ousmane Sen pour la réalisation. La partie technique a été assurée par Adjarato Panda Dialogay, Aïssatou Diagne et l'âge Tchad Ndiaye. Merci également à Abindo et Amin Tambay pour leur rapport esthétique. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. Votre fidélité est notre fierté sur Walfadjri. Bon appétit et bon après-midi.